Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité renouvelée à Film FM. Bienvenue dans cette grande session d'information. Nous sommes dans le Film Soir, on l'entame tout à l'heure avec le président de la transition qui effectue en ce moment une visite à Riyad, en Arabie Saoudite. Le colonel Mamadi Doumbouya prend part au sommet Saoudi-Afrique qui s'est ouvert ce vendredi. On parlera également du ministère de la fonction publique qui a annoncé l'arrivée dans les jours à venir d'une mission de contrôle et d'identification des enseignants contractuels dans les régions administratives. Ce communiqué crée une confusion chez les contractuels. Vous allez les entendre dans un moment dans cette session d'information. Et puis on ira également du côté de Wanindara où les citoyens se plaignent du délestage au quotidien sur ce quartier. Donc secteur Imam Bobo sont confrontés à un problème de faux branchement en plus de ce délestage. On en parle dans un instant avant de nous rendre à l'intérieur du pays, notamment du côté de Kindia et de Sigiri où on parle de sorcellerie mais aussi de découverte de corps. Et puis comme tous les jours, vous aurez également l'invité de la rédaction Vermation. Voici donc pour les principaux titres de ce journal. Il est conduit à la technique par Fatouma Tabari. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Film FM, le journal. Le président de la transition guinéenne est en ce moment à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Le colonel Mamadi Doumbouya prend part au sommet Saoudi-Afrique qui s'est ouvert ce vendredi. Cet important événement s'inscrit dans le cadre des échanges et de partenariats entre les nations africaines et l'Arabie Saoudite. Cependant, ce voyage de l'homme du 5 septembre divise les acteurs politiques et de la société civile guinéenne. Ali Silla a donné la parole à certains d'entre eux. Suivez son reportage. Comme les autres déplacements du colonel Mamadi Doumbouya à l'international, celui de l'Arabie Saoudite permet au président de la transition de légitimer son pouvoir, regrette Biro Bari, vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée. C'est une tentative de légitimer le pouvoir. Malheureusement, la communauté internationale est en train, par complaisance ou complicité, de faciliter ça. Sinon, un pays en transition qui est en train de tendre même vers un glissement voulu, on devait nous mettre à l'abri de telles choses quand même. La représentation doit être vraiment légitime. Le président du BOC n'est pas de cet avis. Dr Ibrahima Souri Diallo pense que ce voyage de l'homme du 5 septembre lui permettra de tisser des relations avec les grands du monde. Nous, on ne peut que se féliciter, voir que le colonel est en train de tisser des relations avec l'international. C'est important parce que nous sommes dans une transition où la Guinée a besoin d'appui. Et l'Arabie Saoudite n'est pas un petit pays. Cette période transitoire doit être mise à profit pour valoriser notre pays, estime l'homme politique. Et nous pensons que le colonel reviendra avec des accords ici de ce sommet et il va essayer de faire profiter la Guinée pendant la période transitoire et qu'on puisse vraiment nouer des conventions avec l'Arabie Saoudite. Et il ne faut pas nier qu'aujourd'hui, c'est important que nous cherchons à valoriser le pays à travers cette transition. Le déplacement du colonel Mamadi Doumbouya en Arabie Saoudite est son 4e voyage à l'international après ceux du Mali, de la Turquie et des Nations Unies. Des citoyens réagissent aussi différemment à ces voyages du colonel Mamadi Doumbouya en Arabie Saoudite. Si certains estiment qu'il devait se concentrer sur la situation actuelle du pays, d'autres par contre pensent que l'homme du 5 septembre veut juste montrer sa sérénité face aux derniers événements survenus le 4 novembre dernier. Mawaï Vassila a aussi tendu son micro à quelques-uns. Suivez leur avis dans cet élément de reportage. Plusieurs citoyens de la capitale n'apprécient pas le départ du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en Arabie Saoudite ce vendredi. Un déplacement qui intervient quelques jours seulement après le raid armé qui a visé la maison centrale de Coronti. C'est le cas de ce citoyen Bolokada Tourama, militant du RPG Arc-en-Ciel. La crise ne lui dit rien, mais en tout cas pour nous, c'est un non-événement parce que l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est comment ce pays peut se retrouver aujourd'hui sur le chemin de la démocratie. Et s'il pense ces voyages inutiles et inopportuns qui est profitable pour lui, n'a qu'à continuer à faire ça. Contrairement à lui, Ibrahima Khalil Diallo pense que ce visite du colonel Mamadi Doumbouya à Riyad rassure les Guinéens et le pays pour
pourrait tirer d'énormes avantages dans le domaine de la coopération et du développement de nos infrastructures. Le président veut montrer un état d'esprit de sérénité. Il veut montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il garde bien ses arrières, et que même qu'il est là, qu'il ne soit pas là, que sa défense est déjà assurée. Le moment n'est pas opportun pour le président de la transition de quitter le pays. Il devrait plutôt se concentrer sur la gestion de la transition et les derniers événements survenus à Kaloum. C'est l'avis de cet autre citoyen qui donne ses raisons. Vu la situation dont nous sommes en ce moment avec la cavale de Pivi, je pense que nous sommes dans un moment insécuritaire. Il devrait être là et s'occuper à retrouver l'homme qui s'est enfoui. La Guinée et l'Arabie Saoudite développent depuis des décennies des liens amicaux et fraternels très étroits. Riyad a toujours soutenu et accompagné les projets de développement mis en œuvre par Conakry. Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère de la fonction publique a annoncé l'arrivée dans les jours à venir d'une mission de contrôle et d'identification des enseignants contractuels dans les régions administratives. Ce communiqué crée une confusion chez les contractuels car, disent-ils, ils ne tiennent pas compte du contenu du protocole d'accord récemment signé entre la coordination des enseignants contractuels, les syndicats et les autorités. Interrogé ce vendredi sur la question, le président du collectif des professionnels de l'éducation reconnaît que ce communiqué comporte des erreurs. On écoute Moussa Doré. Le communiqué annoncé par le ministre de la fonction publique parlant du début de la mission, je pense que le communiqué a encore un petit souci. Le communiqué ne fait pas foi à l'accord. Ceux qui ont fait le communiqué pensaient que c'est en relation avec le protocole d'accord qu'ils ont signé avec le mouvement syndical. C'est pourquoi ils l'ont fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons demandé de reprendre le communiqué pour retravailler et republier un nouveau communiqué qui va tenir compte du protocole d'accord. Nous sommes de corriger pour qu'on puisse faire un communiqué dans lequel le protocole signé va sortir, dans lequel on va définir, n'est-ce pas, les documents pédagogiques et administratifs qu'on va trouver avec nos collègues sur le terrain. Et puis la mission de contrôle mise en place n'accorde que 2 places à la coordination nationale des enseignants contractuels contre 14 pour les syndicats, ce que trouve inacceptable le président du collectif des professionnels de l'éducation. Je vous propose d'écouter à nouveau Moussa Doré, joint au téléphone par Mbani Sidibi. La dernière fois, nous avons débattu ce problème jusqu'à même on a discuté sûrement, mais nous pensons que c'est M. Barry, en complicité avec certains syndicalistes, qui ont élaboré la liste pour écarter les contractuels. Ce qui veut dire en réalité que c'est des gens qui pensent qu'ils nous défendent, mais en réalité c'est pas la vérité. Ils ne sont que là pour leur intérêt. Parce qu'on peut pas comprendre un dossier qui concerne les contractuels, qu'on puisse demander une mission de 14 personnes au mouvement syndical et que le mouvement syndical normalement se donne la possibilité de donner seulement que 2 places aux contractuels et que les autres 12 places qui s'attribuent. Pour nous, c'est en réalité du 2 poids 2 mesures. Pour nous, c'est, n'est-ce pas, en train de profiter de notre situation, parce que c'est pas une bonne chose. La mission, c'est les contracteurs qui ont travaillé, c'est eux qui devaient participer normalement à la mission, mais on peut pas se permettre que des gens sortent de nulle part, soient, n'est-ce pas, impliqués dans le processus, qui n'ont rien à voir avec le dossier des contractuels et qui vont sur le terrain pour aller faire quoi, sinon que pour se faire de l'argent. Une structure dénommée Groupement Central d'Achat Son des Blés, composée de commerçants et de producteurs d'aliments de bétail, accuse les grands moulins d'Afrique de favoritisme dans la commercialisation de ces sons de blé. Selon le GCASB, cette unité industrielle vend la tonne de son à ses membres à 1 700 000 francs guinéens contre un prix inférieur à 1 200 000 à un opérateur économique sénégalais. Le président du groupement estime que cette façon de faire ne profite pas à lui et à ses éléments, sauf qu'à l'usine on parle d'un faux débat et on rassure qu'il n'y a pas de favoritisme. Sekou Diateya Kamara. Le groupement central d'achat Son des Blés l'affirme sans embâche. Ces éléments rencontrent des difficultés dans l'achat de son des blés au moulin d'Afrique et ces difficultés sont liées aux tarifs, explique son président. Il se trouve que certains de nos membres qui évoluent plus dans l'export subissent en fait des tarifs barrières. Il y a un gap entre un seul individu qui a un tarif inférieur à 1 200 000 et que les autres commerçants, surtout membres de notre groupement, dont on affiche un tarif de 1 700 000. Ceux qui ne profitent pas aux commerçants affiliés au groupement, selon Mamadou Bobo Baldé, la plupart d'entre eux achètent et exportent le son vers le Sénégal. Il faut savoir que actuellement le prix d'achat au Sénégal est de telle sorte que ne serait-ce qu'à 1 300 000, aucun commerçant ne peut acheter.
Donc il se trouve qu'actuellement, il n'y a que ce Sénégalais qui a un tarif avantageux qui achète la marchandise. Ce favoritisme, dit-il, risque d'avoir des conséquences sur les activités de ces commerçants qui sont dans les affaires de son. Beaucoup de commerçants prennent du crédit et ce crédit, vous devriez rembourser le capital plus les intérêts et qu'après vous faites des bénéfices pour subvenir à vos besoins familiaux. Donc si la marchandise dont on est censé acheter n'est plus disponible, ça risque d'avoir des conséquences sur les actifs de ces commerçants qui ont contracté des prêts. Mamadou Bobo Baldé et ses amis ne demandent pas un traitement de faveur, précise-t-il. Nous ne demandons pas à passer devant le Sénégalais. Nous demandons juste qu'on nous permette de compétir au même pied d'égalité, en respectant les règles. Au Grand Moulin d'Afrique, les responsables minimisent la portée de ces récriminations. Ils estiment que ce sont des commerçants qui défendent leurs intérêts et martèlent que le prix de la tonne de son reste fixé à 1 700 000 francs guinéens chez eux. Il n'y a aucun favoritisme. Les remises des prix, s'il doit y en avoir, sont à la discrétion de l'entreprise. Ce n'est pas à un commerçant d'imposer son prix d'achat à un fournisseur, a réagi le directeur. Il est allé jusqu'à se demander pourquoi ces commerçants qui se plaignent ne partent pas vers d'autres fournisseurs si le prix des grands moulins ne leur convient pas. Sur un tout autre volet, le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique, Suède a procédé ce vendredi à la remise officielle des équipements et biens en faveur des femmes et filles de Farana, Cancan et Labé, financé par la Banque mondiale. Ce projet vise à réduire les inégalités entre les sexes tout en améliorant le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes. La cérémonie de remise qui s'est déroulée au Palais du Peuple a connu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre du Plan et de la Coopération internationale qui pilote ce projet. C'est un public reportage réalisé par Aboubakar Sidiki Kamara. Pour cette phase d'exécution du projet, ce sont au total 60 806 manuels de français et de mathématiques, 30 660 kits hygiéniques et du savon, ainsi qu'un important lot d'équipements que le projet Suède a remis aux femmes et filles de Farana, Cancan et Labé. Mamadou Safaïouba, coordinateur du projet Suède. L'objectif des équipements est de répondre à la nécessité d'élargir des possibilités d'emploi et d'activités génératrices, en particulier pour les jeunes et les femmes, et d'améliorer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables. Pour cela, d'autres actions dans le cadre de ce projet sont également en vue, notamment la mise à disposition de 14 ambulances et cliniques mobiles pour la stratégie avancée et pour la référence des urgences obstétricales destinées à 14 préfectures couvertes par le projet. Un acte qui réjouit la ministre du Plan et de la Coopération internationale, Rose Poula Prissemo. Ces résultats positifs traduisent l'engagement de toutes les parties prenantes à accélérer le processus de mise en œuvre du projet Suède et traduisent énormément la vision du chef de l'État qui est celui de voir les femmes, les filles de Guinée épanouies dans leurs conditions. Les ministères bénéficiaires, que sont celui de l'enseignement et de la promotion féminine, se sont engagés quant à la répartition de ces équipements et biens. Guillaume Awing, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous promotons que tous ceux dont on a bénéficié, les ayants droit vont les recevoir. Nous n'allons pas badiner avec ça. Nous allons tout faire pour que la clé de répartition se fasse comme cela doit se faire, que ceux qui doivent bénéficier de ces dons bénéficient de ces dons. Selon le coordinateur du projet Suède, l'ambition du gouvernement est de tirer les premiers enseignements en vue de faire l'extension du projet dans les autres régions du pays. Pendant ce temps, alors que des citoyens de Conakry se plaignent du délestage au quotidien, les habitants du quartier Ouanindara, secteur Imam Bobo, sont du quartier pour rétablir le courant électrique. Depuis lors, personne n'ose s'approcher d'un des poteaux électriques en fer tout près des habitations. Souleymane Beli Diallo est allé à la rencontre des citoyens du secteur. Suivez son reportage rendu en studio par Mbani Sidibé. C'est à 5 mètres de la route Le Prince, devant un atelier de couture, que se trouve ce poteau électrique. Depuis mardi dernier, toute personne qui tente de s'approcher de ce poteau se voit rejetée par les ondes électromagnétiques. Alpha Omar Diallo explique. Nous avons eu une panne électrique le mardi passé. Ils ont cherché un électricien qui a réglé la panne le soir. Depuis, personne n'ose s'approcher de ce poteau. Soit tu te fais attirer ou tu te fais rejeter par le courant électrique. Depuis, ce père de famille ne cesse d'interpeller le chef de la zone et même EDG.
mais tous ces appels sont restés sans suite, dit-il. J'ai appelé et informé le chef de la zone depuis mardi pour régler ça vu qu'il y a des enfants à côté, mais il n'est toujours pas venu. Hier, j'ai appelé le service clientèle des DG qui m'a mis en rapport avec un certain Yaya. Je l'ai appelé, mais il m'a répondu qu'il était occupé et qu'il allait me rappeler, mais toujours rien. Pour en savoir plus, nous avons joint au téléphone le chef de la zone. Il explique les problèmes auxquels il est confronté dans sa zone de couverture. Dès qu'il a parlé, il appelle les propres électriciens de le quartier. Et il n'a le droit de faire un montagne électricien qui n'est pas de l'EDG. Avant-hier, ils ont appelé 3 électriciens. Moi, je les ai trouvés, mais je les connais, je les ai laissés faire le travail. Comme il y a marche, on vous appelle pour appeler l'EDG. Au téléphone, le chef de la zone nous a confié qu'il a informé EDG et que des agents seront sur place pour régler le problème. Au cas échéant, c'est lui en personne qui s'en chargera, a-t-il promis. On met à présent le cap sur Kindia où un homme est accusé d'avoir assassiné sa nièce qu'il accuse de sorcellerie. Le drame s'est produit plus précisément à Garafiri, une localité relevant de la commune rurale de Bangouya. Selon le maire joint ce vendredi par notre rédaction, la victime Rabiatou Diallo, élève en 3e année, a été assommée à l'aide d'une barre de fer par le jeune frère de son papa. Le présumé assassin a été arrêté et transféré devant le tribunal de première instance de Kindia, informe Seydouba Katia. Bangoura Amadou Ouri Bari l'a joint. C'est dans la matinée du jeudi que les citoyens de la gare de Sigiri Koura 2 ont été alertés par ce cas de décès de ce jeune homme venu de Kintinia. Aussitôt, l'information a été remontée aux autorités locales. Sur place, plusieurs questions se posent selon le médecin d'appui aux urgences médico-chirurgicales de l'hôpital préfectoral de Sigiri. Dr Abdoulaye Bassirou Kondé. Le jeune homme qui a trouvé la mort réside à Kintinia. C'est pas Sigiri ici, il réside à Kintinia. Et on se pose la question de Kintinia jusqu'à ici, pourquoi il est venu ici, pourquoi il est à Sigiri ici, jusqu'à la forêt gare et trouver la mort là-bas. Son examen physique, des traces d'une force extérieure sur son corps, il n'y en a pas, mais c'est qu'on a constaté, il y a une tuméfaction au niveau du cou qui se prolonge vers le sternum. Le médecin légiste revient sur les conclusions de l'autopsie. Donc ce qu'on peut dire par rapport à sa mort, que c'est une mort naturelle, probablement liée à une maladie chronique. Parce que même en le voyant, il était anciennement malade. Seulement, il ne s'est pas couché, mais il marchait, il était malade. Au cours de cette même semaine, plusieurs cas de décès ont été enregistrés à Sigiri. Le dernier cas en date remonte au lundi où un corps d'un jeune homme a été retrouvé à Pombada, dans la commune urbaine. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt un élément concernant les découvertes de corps qui deviennent de plus en plus fréquentes à Sigiri. Ce jeudi, encore un nouveau corps d'un jeune âgé d'une vingtaine d'années a été découvert à la gare de Sigiri Koura 2 dans la commune urbaine. La victime du nom de Farah Benjamin Kamano, venue de Kintiyan, serait morte de suite de maladie. Un élément donc qui a été rendu par Mariamba. On revient sur cet élément à Kindia où un homme est accusé d'avoir assassiné sa nièce qu'il accuse de sorcellerie. Le drame s'est produit à Garafiri, une localité relevant de la commune rurale de Bangouya. Selon le maire joint ce vendredi par notre rédaction, la victime Rabiatou Diallo, élève en 3e année, a été assommée à l'aide d'une barre de fer par le jeune frère de son papa. Le présumé assassin a été arrêté et conduit devant le tribunal de première instance de Kindia, informe Seydouba Katia. Bangoura Amadou Ouri Bari l'a joint. Les cas d'assassinat liés à des faits supposés de sorcellerie prennent une ampleur inquiétante dans le pays. Après les préfectures de Mali, Labé, dans la région du Fouta Djallon à Kindia, Abdoulaye Bari, un père de famille, est accusé d'avoir tué sa nièce qu'il accuse de sorcellerie. Joint ce vendredi par notre rédaction, Seydouba Katia Kamara, maire de la commune rurale de Bangouya, revient sur les circonstances de ce drame qui s'est produit dans sa circonscription. Le mardi, c'est le marché hebdomadaire du district de Garafiri. La plupart des gens étaient au marché, mais heureusement pour nous, un voisin les observait. Il a cogné la tête à la maison. On a constaté le sang qui coulait sur les narines et dans la bouche. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le mis en cause reconnaît sa regret d'être l'auteur du crime perpétré sur sa nièce qu'il accuse de l'avoir envoûtée. Le maire de la commune rurale de Bangouya accuse même Abdoulaye Bari d'avoir violé sa nièce avant de l'assommer avec une barre de fer. L'homme de 34
ans se jette sur la fille de 12 ans. C'est pourquoi nous essayons d'alimenter l'hypothèse viol. C'est à la justice de décortiquer pour retrouver la vérité. Après audition à la gendarmerie, le présumé assassin a été mis à la disposition du tribunal de première instance de Kindia pour un jugement, informe le maire. Seydouba Khatia Kamara s'inquiète de la recrudescence de la criminalité dans sa collectivité. Au mois de février, 2 frères de même mère, même père se sont affrontés et l'un a tué l'autre. Et récemment encore, 2 amis, leur amitié est soldée par une bagarre qui a conduit l'autre à la mort à cause d'une femme. Et maintenant, c'est le 3e cas. Le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Kindia, joint au téléphone, confirme l'incarcération du mis en cause dans cette affaire. Al-Gassimou Yatara ajoute que d'autres cas similaires sont en instruction devant son parquet. On retourne à Sigiri où un conducteur de taxi-moto a été tué hier jeudi dans un accident de la circulation. Le drame s'est produit dans le quartier Sigiri-Koura dans la commune urbaine. Selon nos informations, c'est un camion qui aurait marché sur la victime. Je vous propose d'écouter les explications du docteur Abdoulaye Bassirou Kondé. Les 2 taximètres conduisaient leur moto. L'un voulait dépasser son ami, mais en le dépensant, il a touché l'autre taximètre qui était devant. Il a tapé le volant. Il a été déséquilibré. Quand son volant a été tapé par son ami, il a été déséquilibré jusqu'à ce qu'il est tombé. Le moment où il tombait, le camion passait. Il est tombé sur le pneu arrière du camion qui a monté sur lui. Donc, arrivé sur le terrain, ils ont trouvé déjà qu'il était déjà mort. Dans la loi médicale, l'ambulance ne transporte pas le corps. L'ambulance transporte les blessés et quand même les malades d'urgence. Mais bon, pour une question de l'humanisme, quand ils m'ont appelé, on ne pouvait pas se retourner comme ça, laisser le corps comme ça abandonné sur la route là. On a fait une exception, il faut prendre le corps, envoyer à la morgue. Le jeune homme qui a trouvé la mort, selon les informations, répond au nom de M. Laï Sissé, âgé de 26 ans, taximètre de profession, marié d'une femme, père de 2 enfants. Mais ces 2 enfants sont tous des filles. Donc, sont toutes des filles plutôt. On parle à présent sport. L'élection du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football aura bel et bien lieu le 25 novembre prochain comme prévu. C'est l'assurance donnée ce vendredi par la commission électorale de la FEGIFOOT au cours d'une conférence de presse animée au siège de l'institution. À cette rencontre avec les hommes de médias, Maître Abdul Karim Diaby et ses collègues ont expliqué la situation des différentes élections qui se tiennent en ce moment à la base. Le président de la commission a tenu à rassurer sur plusieurs autres points, notamment l'attachement farouche qu'ils portent sur l'indépendance de leur commission. Notre reporter Mohamed Benebari était sur place. Suivez son compte rendu. Face à plusieurs rumeurs qui rôdaient autour du processus électoral de la FEGIFOOT, la commission électorale a décidé de faire une sortie médiatique pour briefer tout un chacun. Maître Abdul Karim Diaby, président de la commission, donne des précisions sur les élections au niveau des districts. Pour les districts, nous avons eu 67 listes de candidatures. Nous avons validé 65 listes et les candidatures invalidées, vous avez 2. Nous avons procédé par la suite à la publication des listes de candidatures retenues. Nous avons en détail une liste de 15 et 2 listes de 21. Vous avez ensuite 3 listes, c'est-à-dire une liste unique, et puis 4 listes uniques. Au total, vous avez des listes de candidatures dénombrées à 65 listes. Donc, forcément, après avoir ce travail préliminaire, nous avons procédé à l'élaboration, n'est-ce pas, d'un chronogramme et du budget de ces élections. Le secrétaire général de la commission, Étienne Loy, rassure que malgré quelques problèmes à certains districts, des mesures idoines seront prises pour la suite du chronogramme. Alors, ce que nous pouvons dire aux membres statutaires, à l'ensemble de la population, c'est de leur assurer notre indépendance, de leur assurer notre disponibilité pour ce travail. Et donc, pour la suite du chronogramme lié aux élections des ligues régionales, avant d'arriver au comité exécutif, tout cela est subordonné d'abord au règlement définitif des élections des districts. Et alors, les élections ont été ajournées pour des raisons de sécurité à 2 endroits. Il y a Kerouane et la commune de Kaloum. Face aux rumeurs, Abdoulaye Bangoura, membre de la commission électorale, persiste sur le fait que la commission sera à temps pour l'organisation de toutes les élections. Soyez rassurés que la commission électorale de la Fédération guinéenne de football travaille à toute indépendance. On a reçu l'ordre de personne et tout ce qui se dit dans la cité
ce sont des rumeurs. Nous vous rassurons fermement que le chronogramme sera respecté. Ça, il n'y a même pas de doute. Aujourd'hui, on va finir avec Kaloum et dès demain, nous allons commencer avec les associations affiliataires. Donc ça veut dire jusqu'à date, le calendrier est tenable. Aucun glissement n'est possible par rapport au calendrier ou au chronogramme proposé. Beaucoup s'attendaient à une communication autour des candidats déclarés pour la présidence de la FEGIFOOT, mais la commission électorale cherche d'abord à organiser correctement les élections à la base. La Guinée se prépare à abriter un gala de boxe les 15 et 16 décembre prochains dénommé Five for Africa by Guinea. Plusieurs stars mondiales, notamment Francis Ngannou et Jean-Claude Van Damme, prendront part à l'événement. C'est l'annonce faite par le directeur national adjoint des sports, des activités physiques et loisirs. Je vous propose d'écouter Maz Barry. Tous les Guinéens aujourd'hui se remémorent les inventaires du combat que Lansana Bea Diallo, donc le ministre des Sports, avait produit ici en 1998. Et en tant que ministre des Sports, avec toutes les entrées qu'il y a à l'international, il faut contribuer à vendre l'image de la Guinée. Nous avons réfléchi pour dire qu'il faut essayer de concrétiser ce rêve qu'on appelle aujourd'hui Fight for Africa by Guinea, qui consiste donc à produire un événement de boxe d'envergure mondiale pour pouvoir faire. On est dans un monde globalisé. À partir du moment où un événement est produit ici, ça va, je veux dire, être diffusé partout dans le monde à travers les réseaux sociaux et montrer au monde entier que la Guinée existe quelque part. Et comme on dit, le branding Guinée, vendre la Guinée au reste du monde pour leur faire comprendre que nous avons un pays extraordinaire et où il y a des opportunités. C'est parce que le ministre a compris que le sport, en fait, j'ai envie de dire, c'est un instrument quand même de marketing pour les États. Il a fait ça avant d'être là et nous autres, nous étions dans le milieu. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Le grand reportage de FIM Soir. Les travaux de reconstruction du tronçon km 5 du Brécaville ont été lancés pour le bonheur des citoyens de cette localité. Longue de 5 km, cette voirie urbaine était complètement dégradée. Des citoyens ont manifesté récemment pour dénoncer cette situation. L'exécution des travaux de réparation de cette route fait renaître de l'espoir, notamment chez les usagers. C'est un reportage signé Moussa Diawara. Axe km 5, centre-ville de la préfecture de Dubreka. Il est 9h, moto-taxi et taxi-auto sont en activité. Cette route en pleine reconstruction depuis quelques jours fait renaître de l'espoir au sein de la population. Devant sa cour, non loin de ce chantier, Mohamed Dekassila exprime son sentiment. Ça serait la plus grande stabilité de la route, techniquement, mais ça serait une grande fierté pour la population de Dubreka dans le cadre de la fluidité de la circulation. À quelques encablures, son voisin Moussa enchaîne. Il y a longtemps qu'on a demandé à ce que l'État nous vienne au secours pour nous aider afin que nous puissions avoir la route digne de nom. Ça nous a beaucoup fatigués, énormément. Les motards, les véhicules de transport en commun. Dekassila d'insister sur le respect du cahier des charges. On ne veut pas que ça se fasse aujourd'hui et demain matin encore, c'est perpétuel recommencement. Donc même la population surveille l'état d'évolution des travaux, comment ils travaillent. L'épaisseur du goudron qu'on va mettre, tout ça là est vérifié. Si les techniciens ferment les yeux, mais la population elle éveille. Pour les usagers, un soulagement. Jean Ounivodi et Sekou Ahmed sont respectivement conducteurs de taxi-moto et chauffeurs de taxi-auto. Après plusieurs années de galères passées sur ce tronçon, ils aspirent au bonheur. La route là, ça nous fatiguait quand même. Nous anciens même, on conduisait même, si tu n'es pas prudent, c'est tout le pneu derrière, ça peut casser. Parce que si tu descends dans trou là, ça va jouer sur les roulements et puis les pneus aussi. Ça joue sur notre recette. Avec le carburant, on pouvait prendre beaucoup de temps avant d'aller là-bas. Chaque fois, nous, on paye les pneus, les suspensions de la voiture. Avec les mouvements, ça nous fatigue trop. Mais aujourd'hui, nous sommes à Rabi. Pour l'heure, le délai d'exécution du projet est gardé secret. Aboubakar Maïga souhaite une fin rapide des travaux. Parce que la population souffre à l'heure là. Il y a longtemps, l'état de la route là est dégradé. Il a fallu la révolte de la population. Des citoyens de la commune urbaine de Dubreka ont manifesté récemment pour dénoncer la dégradation des voiries et le délestage électrique.
Grand reportage donc signé Moussa Diawara. On entame le dernier virage de cette session d'information. On accueille l'invité du vendredi. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Dans la rubrique invité, nous recevons ce vendredi 10 novembre le président du parti MPP, Dr Fodé Cissé, s'exprime sur l'actualité sociopolitique de la Guinée, notamment la conduite de la transition et la méfiance entre les acteurs impliqués dans le processus. Il déplore la crise de confiance et appelle à la responsabilité des uns et des autres pour une transition réussie. Il est interrogé par Touré Amadouri. Docteur Fodé Cissé, bonsoir. Bonsoir, M. Touré. Quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique de la Guinée? Merci, M. Touré, de l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer. C'est une lecture optimiste, pleine de confiance et promoteur également. Parce que je crois en ce pays, je crois en ses valeurs et je crois en sa capacité de résistance. Mais qu'est-ce qu'on constate très malheureusement aujourd'hui? Les uns et les autres ont tendance à créer deux blocs. Ceux qui sont pour le CNRD et ceux qui sont contre le bon. Parlez-y. Je ne cite personne, c'est ma lecture des choses. Je ne veux pas qu'on aille de gauche à droite citer le nom des acteurs. Ça ne va que contribuer à chose. Et bon, ce n'est pas le sens réellement de mon intervention. Je veux que les uns et les uns comprennent que nous sommes dans une situation que certains qualifieraient de dilemme de prisonnier. C'est une situation dans laquelle vous avez des acteurs concurrents qui ne se parlent pas entre eux. Chacun est enfermé dans sa case, en train de mettre sa logique rationnelle sur la base de ses intérêts, mais qui en fait, ces intérêts-là ne sont pas au service de l'intérêt général. Qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? Nous avons besoin d'entente, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de quiétude sociale. C'est ça l'intérêt général. C'est en cela le salut de la République. Et comment y parvenir? Mais c'est par le dialogue là. Le dialogue, la confiance mutuelle et quand vous arrêtez quelque chose, il faut refuser qu'il y ait une trahison quand même des acteurs qui ont coopéré. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que les partis se rapprochent? Bon, je pense que même ce discours qu'on est en train de tenir d'abord, c'est un acte fort. Parce que au MPP, nous ne sommes pas là en train de nous s'inscrire dans un camp. Nous sommes en train de dire il ne doit pas avoir deux camps dans une transition. Pour nous, ça ne peut pas marcher. C'est le consensus qui doit primer. Et on ne peut obtenir le consensus qui est le garant de la paix et de la quiétude sociale sans se parler, sans se mettre ensemble. À ce niveau, Dr Cissé, vous, est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui du déroulement de la transition? Mais rassuré en termes de quoi? Par rapport à ce déroulement aujourd'hui. Pour moi, il se déroule normalement, comme tout projet. Peut-être que ce que les uns et les autres veulent amener à ce qu'on le dise, c'est cela que je dis souvent que moi je ne suis pas d'accord. Parce que les uns et les autres veulent qu'on prenne une position pour dire oui, tout n'est pas bien. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Pour moi, ces jeunes gens qui sont venus, auxquels j'appartiens, parce qu'ils s'assument pleinement. Parce que le 5 septembre, je sais, l'un des civils qui était là, qui a assumé, qui était président de la commission d'appui, j'assume ce rôle historique que j'ai fait. Et pour moi, on doit faire en sorte que cette transition soit une réussite. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Il y a des choses qui méritent d'être améliorées. C'est comme ça l'œuvre humaine. Mais nous tous œuvrons pour que cette transition soit une réussite et que nous sortions définitivement de cela. Pour que, plus jamais, pour que l'arme ne soit plus le facteur déterminant en Guinée. Pour que le vote du citoyen soit plus qu'une arme atomique en Guinée. C'est ça ce pays dont je rêve. Et des négociations tripartites ont repris entre le gouvernement, le patronat et le syndicat qui avaient déjà déposé un préavis de grève. Quelles sont vos analyses à ce niveau? Bon, mon analyse est très simple, ça répond même à la question que vous m'avez posée, le sens du dialogue. Mais c'est dans le dialogue qu'on trouve la solution à tout. Les syndicats étaient fâchés, ils ont commencé par un dialogue, ils ne s'entendaient pas, il y a eu préavis, et après ils ont renoué le dialogue. C'est comme ça une république marche. Mais une république ne peut pas marcher dans l'arrogance. Une république ne peut pas marcher dans le mépris de l'autre. Personne n'a une citoyenneté supérieure à l'autre en Guinée. Nous sommes tous des Guinéens. Et quel est votre regard par rapport à ces différentes manifestations à Conakry? C'est des jeunes qui réclament le courant. De l'autre côté, dans certaines préfectures de la Basse-Côte, c'est des jeunes qui réclament de l'emploi auprès des sociétés minières. Et quel est votre regard? Il y a deux visions. D'abord, il y a la vision conceptuelle et il y a la vision aussi opérationnelle. Pourquoi ils se manifestent réellement? Quelle est la cause? Parce que si vous parlez des sociétés minières, il faut essayer de voir est-ce que le contenu local n'est pas respecté? Est-ce que les jeunes gens se plaignent de cela?
Ils réclament l'emploi. Ils réclament l'emploi, ainsi de suite. Mais il faut essayer de pousser l'analyse. Est-ce que l'emploi qu'ils réclament, ils ont la compétence? C'est leur droit. Mais ça ne doit pas se faire dans la violence. Moi, c'est la violence que je proscris. Tout ce qui se passe dans la violence, pour moi, n'est pas une bonne civilisation. Merci, Dr Fodé Sissé, pour votre disponibilité et surtout pour avoir accepté de répondre à nos différentes questions. C'est à moi de vous remercier, mon cher. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Elle a été conduite à la technique par Fatoumata Bari. C'est une réalisation de l'ensemble de la rédaction politique de FIM FM. Merci de l'avoir suivi. Restez sur FIM FM. Les infos reviennent dans moins d'une demi-heure.